Je suis content d'être là et je vais vous dire pourquoi. On ne m'invite pas souvent. C'est moi qui invite. C'est la première chose. La deuxième chose, on m'a dit, méfie-toi quand des membres du Rotary t'invitent. Généralement, c'est pour te coopter. Donc si demain vous voulez me coopter, je serai d'accord. Enfin, j'ai vraiment aimé le schéma, le format, parce que c'est en 1 heure, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Et vous allez voir, ça va faire moins d'1 heure. 1 heure, je vous dis 2 ou 3 choses et vous prenez la parole et on conclut. J'aime bien ce genre de format. Le sujet aujourd'hui, c'est de parler de l'insécurité dans le Sahel. Si je vais définir par exemple le Sahel, je vais compter 10 pays, c'est-à-dire qui ont en commun une zone semi-aride. Vous avez la Guinée, vous avez la Gambie, vous avez le Sénégal. De l'autre côté, vous avez le Cameroun, vous avez une partie du Nigeria, ça fait 5 pays, plus les 5 pays traditionnels du G5 Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina, la Mauritanie et le Tchad. Si vous prenez la superficie de ces 10 pays, vous avez exactement 3 53 km² de zone semi-aride, qui est dans une bande africaine. Et ces pays ont donc en commun le Sahel. Quand on prend le recul qu'il faut, la question qu'on se pose, c'est depuis quand date l'insécurité dans le Sahel. Il y a, si vous vous souvenez, une manifestation très populaire qui réunit des milliers de personnes dans plusieurs pays, c'est le rallye Paris-Dakar, qui a été créé en 1978 par Thierry Sabine et qui a lieu et qui quitte Paris et qui traverse une partie de la bande sahélienne. Donc on peut estimer qu'à partir du moment où le Paris-Dakar a pu se dérouler pendant longtemps, il n'y avait pas de problème dans le Sahel, de problème de sécurité dans le Sahel. Moi, j'aime bien prendre ce repère-là. Donc, le Paris-Dakar, si vous vous souvenez, en 2000, il y a eu un problème au Niger, des incidents. Et en 2008, ça s'est arrêté, notamment vers la Mauritanie, parce qu'on a tué, dans une localité qui s'appelle Alleg, 3 ressortissants français. Donc, à partir de 2008, il n'y a plus de Paris-Dakar. Je considère donc, moi, que dans le Sahel, la véritable crise, c'est-à-dire les problèmes de sécurité, d'insécurité, ont commencé par là. C'est un point de repère que je voulais me permettre de donner. Alors, pourquoi nous sommes arrivés là? Il y a plusieurs raisons. En 1988, ceux qui aiment bien l'histoire, on savait déjà que les Soviétiques allaient quitter l'Afghanistan. Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, il y avait les djihadistes en Afghanistan qui avaient fait de l'Afghanistan la terre des djihadistes de tous les pays. Et ils luttaient contre l'armée soviétique. On parlera des soviétiques tout à l'heure encore, si vous voulez, sur un autre plan. Et comme théoriciens des djihadistes, de ceux qui s'appelaient les moudjahidines à l'époque, il y avait 2 grands théoriciens. Si vous voulez des détails, il faut acheter des bouquins qui parlent de... Le premier s'appelle Abdullah Azzam. C'est un universitaire jordanien palestinien. Et le deuxième, c'est le fameux Oussama Ben Laden. Les 2 étaient concurrents parce qu'ils voulaient contrôler les moudjahidines. Et Abdullah Azzam dit, bon, les soviétiques vont partir, qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces moudjahidines qui sont venus de tous les pays du monde, Moyen-Orient, Afrique, partout? Abdullah Azzam, sa théorie, c'était de dire, nous allons constituer une forme d'international, le djihadiste, c'est-à-dire que les djihadistes qui sont venus de tous les pays vont se regrouper sous notre barrière et lutter contre ce qu'il appelait les régimes apostats. Oussama Ben Laden a dit non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est que les moudjahidines retournent dans leur pays d'origine et que chaque moudjahidine retourne dans son pays d'origine pour porter localement le djihad. Et donc l'ensemble des djihad nationaux vont constituer le djihad international avec nous comme force qui adoube ces djihad-là.
c'est Oussama Ben Laden qui a gagné. D'ailleurs, si vous lisez la biographie de Abdullah Azzam, qui était un universitaire, je dirais même un érudit, un vendredi, il allait à la mosquée avec son fils Ibrahim, il a été assassiné. Il y a ceux qui ont comme doxa, comme doctrine, ceux qui disent par exemple, non, en fait c'est Oussama Ben Laden qui l'a fait assassiner pour pouvoir justement contrôler Al-Qaïda. Ce qui est évident, c'est que à partir du moment où les soviétiques ont décidé de quitter l'Afghanistan, étaient contraints à quitter l'Afghanistan, la doxa qui a triomphé, c'était celle de Oussama Ben Laden. C'est-à-dire que les djihadistes, les moudjahidines, on les appelait à l'époque, de tous les pays, sont retournés chez eux pour porter localement le djihad. C'est comme ça que vous avez des Algériens qui étaient là-bas, qui sont donc revenus en Algérie. Le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. Donc, ils ont créé différentes katibas. Vous avez vu l'époque sanglante qu'on a connue en Algérie à un moment, avec des crimes. C'était horrible, mais ils se sont dit tout de suite, il faut se métastaser vers le sud, parce que le sud de l'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le nord du Mali. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle le JSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui va devenir AQMI. Donc, ils sont venus vers le nord du Mali. Il y a eu un événement très important, c'est un autre repère pour moi, quand je parle de cette insécurité dans le Sahel. Vous avez eu, dans les années 2000, une trentaine d'otages européens, de touristes européens enlevés en Algérie, une partie libérée par l'armée algérienne, et l'autre partie descend sur notre territoire, le nord du Mali. Ça a été un tournant dans la crise. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont arrivés, les pays d'où sont originaires les otages, c'était ATT qui était au pouvoir à l'époque, les pays d'où sont originaires les otages ont demandé au gouvernement malien de ne pas utiliser la force pour libérer les otages, mais de discuter, de négocier pour obtenir leur libération. Je pense que là, le nord du Mali est devenu quelque part un entrepôt d'otages, puisqu'on a négocié avec des délégations venues des communautés de toutes les régions du nord du Mali, et c'était à l'époque, je me souviens très bien parce que j'étais sur le terrain, le gouverneur de région de Gao, qui était le chef de la délégation, qui va négocier avec Abdul Razak El Para, il s'appelait, le djihadiste qui détenait ces otages-là, et contre paiement de 5 millions de dollars à l'époque, on a obtenu la libération des otages. Donc, le fait que le nord du Mali soit devenu à un moment un entrepôt d'otages, ça a été pour moi un facteur de sécurité. Ça a renforcé l'insécurité. Alors, ce qui va se passer, si vous vous souvenez, comment ils s'appellent, ceux qui kidnappent les Européens vont enlever deux diplomates au Niger. Si vous vous souvenez, c'était des Canadiens. Il y avait un qui s'appelait Robert Flower et l'autre s'appelait Louis Gay. On les amène dans le nord du Mali. On va enlever 4 touristes sur le territoire mauritanien. On va les amener dans le nord du Mali. On va enlever 2 Autrichiens jusqu'en Tunisie, c'est-à-dire que la Tunisie n'a pas de frontière avec le Mali, mais on les enlève en Tunisie. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un couple qui avait décidé, d'Autrichiens, qui avait décidé de se séparer. Et pour se séparer, chacun a des manières, ils ont dit on va faire un dernier voyage et puis on va se séparer. Et ils ont fait un dernier voyage avec leurs chiens. Ils sont arrivés en Tunisie, on les a arrêtés, enlevés, on a tué le chien, on les a amenés dans le nord du Mali. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les pays ont payé des rançons pour libérer les otages. Ça a aggravé l'insécurité. Les problèmes d'insécurité sont aussi liés à cela. Pourquoi? Parce que, je dis bien tous les pays, le seul pays qui n'a pas payé, c'est la Grande-Bretagne, dont un ressortissant a été tué, parce que le principe, la doxa de la Grande-Bretagne, c'est de ne pas payer pour libérer les otages. Mais à part ça, tous les autres pays ont payé, sans aucune exception. Ce qui fait qu'on a payé des rançons pour obtenir la libération des otages, mais le problème, c'est qu'avec ces rançons-là, les groupes djihadistes ou les groupes terroristes ont acheté des armes, recruté localement,
Et donc l'insécurité s'est installée. Vous allez avoir l'attaque du nord du Mali par les troupes en 2011. Je pense que lorsqu'on attaquait le nord du Mali pour imposer, pas la charia, mais pour conquérir des territoires, les gens étaient déjà surarmés, c'est-à-dire que dans le nord du Mali, dans le Sahel, rien que dans le nord du Mali, d'après mes analyses, il y avait plus d'armement que dans l'armée régulière. Évidemment, parce que le fait de payer des rançons a permis aux gens d'acquérir un nombre incroyable, une quantité incroyable d'armement. Ça a été l'une des raisons de l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, de mon point de vue, quand je fais les analyses. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu la conquête du Nord par les groupes djihadistes. Je me souviens très bien, comme si c'était hier, nous n'étions pas 5 journalistes sur la planète à dire c'est faux. Ce n'est pas le MNLA qui attaquait le Mali, c'est-à-dire le Mouvement national de libération de l'Azawad, qu'on a voulu présenter à un moment comme une force laïque, et que c'était des laïcs, et que voilà, c'était des indépendantistes. Cela me faisait rire. À l'époque, on n'était pas 4, nous n'étions pas 4 journalistes à dire non. Ce n'est pas le MNLA qui est en train de combattre l'armée malienne. C'est le MNLA associé à des groupes terroristes. Parce qu'ils étaient déjà là. Mais le MNLA avait une politique de communication et les autres, les groupes djihadistes, avaient une politique de conquête du terrain. C'était deux choses différentes. Mais les groupes djihadistes avaient une chose, qu'à partir du moment où ils avaient le contrôle du terrain, que le MNLA ne représentait absolument rien. Ça a aggravé les problèmes de sécurité, disons-le. Je pense, c'est mon point de vue, si on veut parler de l'insécurité dans le Sahel, parce que vous allez avoir après ce qui va se passer, un groupe, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et l'autre, l'État islamique au Grand Sahara, qui va prendre en charge la zone des 3 frontières, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina. Vous avez vu ce que ça a fait comme dégâts. Vous ne pouvez plus aujourd'hui quitter Bamako pour aller à Gao, c'est risqué. Parfois, vous êtes obligé de passer par le Burkina, le Niger, avant de revenir dans la capitale. C'est aussi l'une des causes de l'insécurité, de mon point de vue. L'autre chose, ce sont les trafics. En 2009, un jour, j'étais chez moi, plongé dans un sommeil réparateur, et un ami me dit, écoute, il y a un avion bourré de drogue qui a atterri dans le nord du Mali vers Tarkin. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Il me dit, oui. En une semaine, je me suis organisé pour me rendre sur les lieux. Les seules photos officielles de la presse qu'on a eues sont les photos que j'ai faites. Parce que après mon départ, 3 jours après, le reste de l'avion avait disparu. Ce que j'ai vu sur le terrain, c'est à 200 km environ de Gao. J'ai vu que d'abord, ce qui m'a frappé, c'est une piste d'atterrissage qui a été faite. C'est-à-dire qu'avec la terre battue, avec du banco, voilà, les gens ont fait une piste d'atterrissage pour un avion. La charge utile de l'avion, c'était 10 tonnes. Quand les experts ont fait les calculs à l'époque pour dire, mais il y avait quoi comme quantité de cocaïne? Si c'était de la cocaïne, je pense que c'était de la cocaïne, si c'était 10 tonnes de cocaïne, ça faisait 300 millions d'euros. L'équivalent de 300 millions d'euros de cocaïne. Et puis, vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait quoi, on a arrêté des gens, on les a libérés. Ça aussi, ça a été un facteur qui a aggravé l'insécurité, pas seulement dans le nord du Mali, mais dans tout le Sahel, parce que les enquêtes ont prouvé que vous aviez des ressortissants de pays voisins, vous avez des ressortissants européens qui sont impliqués dans ce plus grand trafic, à mon avis, de cocaïne des 30 dernières années, de mon point de vue. Un avion qui quitte le Venezuela, qui fait escale vers la Guinée-Bissau et qui se retrouve dans le nord du Mali. On a pensé pendant longtemps que l'avion avait été brûlé. Non, l'avion n'avait pas été brûlé. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que à partir du moment où l'avion était arrivé à atterrir, à partir du moment où les cerveaux du trafic ou de l'opération étaient arrivés à récupérer la drogue, ils n'avaient plus aucun intérêt à voir l'avion partir. Ce n'était plus leur business que de faire décoller l'avion. Ça ne servait plus à rien du tout. Je pense que les trafics ont aussi contribué à aggraver les problèmes de sécurité dans le nord du Mali. C'est un point qui me semble important à souligner.
Mais le problème aussi, disons les choses clairement, nous avons des problèmes de gouvernance dans nos pays. J'ai parlé tout à l'heure du nord du Mali comme entrepôt d'otages qui a créé des problèmes. J'ai parlé du fait qu'en 88, on savait que les Russes, les Soviétiques allaient quitter l'Afghanistan et que le retour des Moudjahidines nous a créé des problèmes. Je pense que le trafic de drogue était aussi l'une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup d'insécurité aujourd'hui. De mon point de vue, c'était quelque chose de capital. Mais l'autre chose, c'est que nous avons un problème de gouvernance. Nos pays sont mal gérés, mal gouvernés. Si nos pays n'étaient pas mal gouvernés, nous n'aurions pas cette situation d'insécurité aussi. Pourquoi? Parce que si vous prenez un pays comme le Mali, notre problème est simple. Quand on réfléchit, vous avez 66% du territoire national dans le nord. 66% du territoire national dans le nord, de la superficie, 66% de la superficie du pays dans le nord, et vous avez 9% de la population qui habite là-bas. Les chiffres sont clairs. 66% de la superficie dans le nord, et vous avez 9% de la population. Ça veut dire que nous n'avons pas, comment dirais-je, le médicament qu'il faut pour soigner le malade. Ça veut dire que nous n'avons pas eu le mode de gouvernance qu'il faut pour soigner le malade. Je fais partie de ceux qui pensent que l'État jacobin ne peut plus tout faire. On ne peut plus rester à Bamako et vouloir diriger des zones où vous parcourez par exemple 200 km et vous n'avez pas trace d'administration, etc. Ce n'est plus possible. Donc la gouvernance a joué un rôle. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque les djihadistes ont commencé à venir dans le nord du Mali et dans les pays voisins, on a beaucoup parlé du nord du Mali, essentiellement parce que c'était un entrepôt d'otages et que c'était à la une de tous les journaux. On a enlevé un otage, on l'a ramené dans le nord du Mali. Donc le Mali faisait la une pour ça. Mais en fait, c'était tout le Sahel. Mais il y a à la frontière entre le Burkina et le Mali un chef militaire à qui, dans les années 90, les djihadistes avaient offert un véhicule 4x4. C'était Ben Mokhtar qui lui avait offert un véhicule. Ben Mokhtar lui offre un véhicule. Qu'est-ce que vous faites d'un véhicule dans le nord du Mali, au Burkina, à la frontière, ou au Niger, ou dans la zone des 3 frontières? Vous louez le véhicule si vous voulez gagner de l'argent. C'est 50 000 francs par jour, 40 000 francs, 60 000, ça dépend. Les Algériens sont venus dans la zone. Ils ont appris qu'effectivement, Ben Mokhtar aurait donné un véhicule 4x4 à un chef militaire. Ils ont demandé à louer le véhicule. Ils ont récupéré le véhicule et la police scientifique est arrivée à démontrer que sur le véhicule, effectivement, le véhicule appartenait à Ben Mokhtar. Voilà un chef militaire d'une zone qui a un véhicule offert par un chef terroriste. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il ne peut pas faire grand-chose. Le premier assassinat d'une personnalité officielle, chez elle, la personnalité, si vous vous souvenez, dans les années 90, c'était déjà venu au pouvoir, donc c'était dans 2002-2003, c'était à Tombouctou, le chef des renseignements militaires, le chef des renseignements de la sécurité d'État. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était chez lui un jour, et les gens sont venus, il a été abattu. On a appris après que c'est parce qu'il avait dénoncé les gens, mais parce qu'en même temps, au même moment, le problème, c'est qu'il travaillait plus ou moins avec eux. Je pense que ça a été aussi un facteur d'insécurité dans cette bande-là. L'autre facteur, à mon avis, pour expliquer l'insécurité, et après, je vais peut-être prendre quelques minutes pour parler de comment on peut régler peut-être tout cela, c'est que nos États, j'ai parlé de gouvernance, nos pays sont mal gérés, mais nos États vivent encore comme si ils pouvaient vivre en autarcie. Je pense par exemple qu'on a un outil de développement dans le Sahel, entre le Mali, le Burkina et le Niger, et qu'on n'a pas assez mutualisé les forces.
Et pourquoi? C'est aussi un problème de gouvernance. Je trouve par exemple aberrant aujourd'hui que le Mali, dans la zone des 3 frontières, puisse acheter un hélicoptère et que le Burkina achète le même hélicoptère, que le Niger achète le même hélicoptère. Non. C'est-à-dire que si vous voulez un Sahel de la défense, il faut plutôt que les pays mutualisent les efforts et qu'ils fassent par exemple un plan de développement, un plan de lutte contre l'insécurité. Ça n'existe pas. L'insécurité s'est aggravée dans le Sahel également parce que les forces étrangères qui sont arrivées n'ont pas pu coordonner avec les armées nationales les actions sur le terrain. C'est bien beau. Moi, je reste persuadé que si nous voulons assurer notre sécurité, il nous appartient à nous-mêmes d'assurer notre sécurité. Sinon, on ne pourra pas le faire. C'est évident. Donc voilà quelques pistes, quelques idées sur l'insécurité dans le Sahel. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi ça ne va pas? Je voulais ajouter, avant d'aborder la dernière partie, je voulais ajouter que après l'intervention française de Serval, parce qu'il y a eu 2 interventions, il y a 3 maintenant, après l'intervention de Serval, ça c'est très important, il n'y a pas eu de corps à corps avec les djihadistes lors de Serval. Parce que je me souviens très bien, c'était le Moujao à l'époque qui contrôlait le nord du Mali, c'est-à-dire la Gao. Moi, je me suis rendu là-bas en reportage. Parce qu'avec un autre collègue malien et ivoirien, le Moujao nous avait autorisé à venir. Donc nous sommes passés par le Niger et nous sommes rentrés dans la ville de Gao, par la Bezanga. Ce qui m'avait frappé chez les djihadistes, et ils le disaient déjà à l'époque, ils disaient non, mais écoutez, nous, le problème c'est que nous n'allons pas nous battre si les forces étrangères venaient. Nous allons nous replier, et quand nous allons nous replier, c'est là où le véritable combat va commencer. Il n'y a pas eu de corps à corps, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu 4 combats sur le territoire national ou dans d'autres pays de la sous-région entre les djihadistes et les forces étrangères. Donc, ce qui fait qu'après Serval, à partir du moment où on a stoppé, on a récupéré un certain nombre, on les a chassés, à partir du moment où ils se sont repliés, peut-être que nous aurions dû, et ça me paraît important, nous aurions dû tout faire pour aller les combattre. Comment? Bon, là, le débat est ouvert. J'espère que tout à l'heure, vous allez donner votre point de vue. Je pense que là aussi, ça a été une erreur. Il n'y a pas eu la stratégie qu'il fallait adopter après l'opération Serval. Parce qu'après l'opération Serval est devenue Takuba, vous l'avez vu, le hub a même changé parce que le siège, la base était finalement N'Djamena. Et maintenant, ce sont les Européens qui sont dans le Sahel. Il y a eu un problème de coordination. Le G5, par exemple, c'était un autre facteur, de mon point de vue, qui a aggravé les problèmes de sécurité dans le Sahel, puisque le G5, jusqu'à présent, vous le savez mieux que moi, n'est pas fonctionnel. Parce que si le G5 doit se mouvoir, il faut un mandat robuste. C'est l'ONU qui donne le mandat robuste. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas le mandat robuste. Hélas, voilà, de mon point de vue, des éléments qui ont aggravé les problèmes d'insécurité. Si nous voulons nous en sortir, je reste persuadé que nous devons faire de notre sécurité notre affaire. Ça me semble important, que le Malien se sente chez lui au Burkina, le Burkina chez lui au Niger, vice-versa. Et je parle des armées. Et ça me semble important. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas nous en sortir de mon point de vue. Ce serait plutôt difficile de le faire. Si nous comptons sur l'étranger, si nous comptons sur les autres pour assurer notre sécurité, nous allons tout droit dans le mur. Et l'autre chose que j'aimerais dire, parce que je vais vous laisser la parole, c'est que nous avons des organisations sous-régionales qui ne fonctionnent pas. Et si les organisations sous-régionales ne fonctionnent pas, c'est que nous n'avons pas le leadership qu'il faut pour que nos pays fonctionnent. Ça me semble important d'avoir des leaders capables d'imprimer le rythme pour que tout le monde suive. Voilà ce que je voulais dire en introduction. J'ai voulu faire sans papier, j'avais écrit des choses, mais dès que je vous ai vu, j'ai été impressionné, j'ai dit non, je vais cacher tout ça et parler. Voilà, merci.
Est-ce qu'il y a des amis qui aimeraient contribuer? Permettez-moi de féliciter le mérite journaliste Serge Daniel pour nous avoir éclairé sur l'insécurité au Sahel. C'est très difficile de trouver un journaliste qui va nous parler mieux de ce problème du Sahel mieux que Serge Daniel. Mais à mon avis, peut-être que vous l'avez sciemment fait, vous avez sauté un aspect qui est celui de la prolifération des armes de tout genre au Sahel, principalement due à la guerre inventée par l'OTAN et principalement la France au niveau de la Libye. Et à la limite, on se pose même la question, est-ce que ce n'était pas un deal entre l'Occident et ceux-là qui ont combattu au Sahel, je veux dire en Libye, qu'après avoir tué délibérément Kadhafi, se replient sur des pays comme le Niger ou le Mali. Je pense que cet aspect est fondamentalement à la base de la prolifération des armes au Sahel et l'aggravation de la situation dans nos pays. Je peux bien me tromper, mais je pense bien que ça c'est un aspect qui est très important et qui mérite d'être développé là-dessus. Si nous étions des pays forts, si nous étions des pays, des peuples forts, on aurait certainement traduit certains comme des génocidaires sur le plan international pour avoir créé ce génocide-là dans le Sahel. Merci beaucoup. Je remercie le conférencier Serge, voilà, que je suis tous les matins sur RFI. J'ai écouté avec attention tout ce qu'il a dit sur l'histoire de la chose que je partage avec lui. C'est exactement ce qui s'est passé depuis l'Afghanistan et ici. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que le cas du Mali est un cas un peu particulier. Je suis d'accord avec ce que tu as dit pour l'installation de ces gens ici au Mali. Mais le Mali, dans l'OTAN, était l'armée, l'une des armées les plus fortes de la sous-région. Très connue, claire et nette. Sous Kissima, on le sait. Et nous avions une flotte aérienne très fournie, avec des MiG-29 russes à l'époque. Et un beau jour, on a sommé à nos dirigeants de démilitariser cette zone. Il l'a bien dit, 66% du territoire, avec 9% de population, on demande de démilitariser cette zone. Et voilà, les gens n'ont eu qu'à venir s'installer. Donc, moi je te dirais que c'est vrai, il y a la mauvaise gouvernance, et cette mauvaise gouvernance n'a jamais été combattue par ceux qui sont puissants, qui nous prêtent l'argent, qui nous aident. Ça veut dire qu'ils ont leur mot à dire. Ça n'a jamais été combattu. Ces responsables n'ont jamais été inquiétés. Et ces tripatouilleurs de nos constitutions pour nous fragiliser n'ont jamais été condamnés par qui que ce soit. Et voilà, je me dis que voilà le lit de tout pour déstabiliser le Sahel. C'est exactement ça. Ce n'est que ça. Et par la suite, quand ça a été déstabilisé, le monde entier s'est retrouvé à nos cheveux. Tout ce qu'il y a de puissant dans ce monde s'est retrouvé à nos cheveux. Et maintenant, qui ne sache rien faire, c'est de bloquer la chose. Ça n'évolue pas, ça n'évolue pas. Mais pire, ça a été une catastrophe encore. Ni lié à la mauvaise gouvernance maintenant, ni lié à la démilitarisation. Au contraire, il y a une surmilitarisation, mais c'est le chaos. Donc, je pense que le problème, peut-être si on ne veut pas le chercher où il est, sinon on sait où il est. Merci. Merci. Mais je fais une remarque. Bon, je ne sais pas si c'est un oubli ou si le conférencier n'a pas voulu en parler, mais moi je trouve que un facteur de l'insécurité au Mali, c'est-à-dire quand les Français sont venus, notamment
libérer le nord, mais arrivé au niveau de Kidal, ils ont empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que le conférencier en pense. Merci. J'aimerais bien faire une contribution par rapport à l'aspect qui a été souligné, qui est lié à la gouvernance. Parce que quand on voit la problématique sur le très très long terme, la gouvernance sur deux axes, l'axe décentralisation et l'axe services sociaux de base, c'est qui sont des manquements qui sont de nature à favoriser justement les territoires à toute forme de violence. Quand vous prenez la décentralisation, tout à l'heure, quelqu'un a mentionné le rôle des puissances étrangères. Moi, je retourne la question, le rôle des leaders et des responsables du pays au niveau national. Quand vous prenez le secteur de la décentralisation, où l'objectif, c'est d'amorcer vers un développement à la base, donc de donner la possibilité aux populations, à travers les collectivités territoriales, d'atteindre l'objectif de services publics aux populations à travers les collectivités territoriales, mais il y a aussi la question de viabilité économique au niveau de ces collectivités territoriales qui se pose. Et quand on analyse un peu l'évolution de la décentralisation au Mali, même les textes, dans la théorie, la plupart des textes pour notre propre intérêt local sont prises pour faire, je ne sais pas moi, bonne figuration, soit sur le plan international ou sur le plan sous-régional. Donc, résultat, dans la pratique sur le terrain, les textes sont là. Je donne un exemple. Si on veut aller vers le développement de projets économiques structurants au niveau de nos régions, théoriquement, tout est là, mais dans la pratique, sur le plan économique, budgétaire, vous allez trouver que c'est des montants comme 30 millions, 200 millions qui sont consacrés à toute une région, à un certain nombre de collectivités territoriales. Donc la question, c'est qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait entre Maliens pour amorcer et aller vers cette vraie décentralisation et se donner les moyens d'avoir une viabilité économique de nos territoires. Et l'autre aspect que je vais souligner sur la question toujours de la gouvernance, c'est l'unicité des caisses de l'État. En dehors des régions du Nord, et regardez, prenez les régions où on produit de l'or aujourd'hui. Sur le vocable de l'unicité de l'État, donc tout ce qui est richesse produite dans une localité rentre dans le pot commun. Et qu'est-ce qui se passe? Le dispatching est fait à Bamako. On parlait tout à l'heure de l'autarcisme au niveau de Bamako. Donc ça, c'est des questions fondamentales structurelles auxquelles on doit répondre à l'instant T, et c'est des questions qui peuvent permettre de relever le défi sur le très très long terme. Vous prenez ces régions, que ce soit au nord ou au sud, ça ne se justifie pas. L'accès aux services sociaux de base reste à désirer sur tout l'étendue du territoire. Et ça, c'est des facteurs qui, à mon sens, favorisent tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et il faut qu'il y ait cette masse critique de la population qui aille vers cette notion de redevabilité, c'est-à-dire qu'on ramène le développement au niveau local, que les populations contribuent et qu'on demande aux autorités qui nous dirigent. Ça ne commence pas par le sommet, dès la base, de rendre compte. J'estime que c'est quand même un sujet transversal. On a beau renforcer nos forces militairement et autres, il faut que le territoire, les 66% ou le reste du territoire malien soit occupé et développé. Merci, Siako. Moi, je suis resté vraiment ébahi par rapport au sujet, en parlant de l'insécurité au Sahel. Et je ne vais pas parler du Sahel, je vais parler de chez moi d'abord au Mali. Le problème du Mali est un cas très très particulier, ou peut-être qui va s'étendre dans les autres pays. Nous étions contents quand il y a eu l'intervention Serval pour venir arrêter le djihadisme, parce que ça dépend. Souvent c'est des bandits armés, souvent c'est des djihadistes, souvent c'est des frères égarés, suivant la circonstance.
Vous avez bien dit, le Mali a été un nid pour libérer les otages et qui a créé une situation. Et cette situation profitait à qui, que je voudrais savoir. Au-delà de tout, après tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où la force française est venue libérer le Mali, nous nous croyons indépendants, mais en réalité, c'est notre dépendance qui a commencé. Ce n'est pas l'indépendance. Et ce qui se passe aujourd'hui, qui est au vu de tout le monde, je croyais qu'on allait parler de ça. On n'en a jamais parlé. Mais moi, je dirais aux Africains en particulier, M. Serge vient de le dire, il faut que nous nous battons pour nous libérer. Ce n'est pas d'autres personnes qui viennent nous libérer. Et puisque nous ne faisons rien et que nous ne travaillons pas, on serait toujours dépendant des forces. Et ces forces-là ont d'autres intérêts chez nous que nous ne voyons pas. Et moi, je ne peux accuser aucun chef d'État européen pour venir occuper l'Afrique pour ses profits, parce qu'en venant, ils ont donné une promesse à leur peuple de survie. Et ces survies-là viennent d'où? C'est de nos minéraux, de l'or, de l'uranium, et ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses. Donc, s'il y a une possibilité pour aller à une nouvelle, puisqu'on parle de l'ONU, on parle des Nations Unies, on parle de tout aujourd'hui, et qu'on parle que nous sommes des pays indépendants, que nous avons voix à la tribune de l'ONU, et ainsi de suite, alors il y a des manières très intelligentes pour arriver à nous avoir. Je crois que l'insécurité au Sahel aujourd'hui, que tout le monde voit, tous les jours, des centaines de Maliens meurent. Et on a profité de l'occasion des bounties qui se trouvent parmi nous, qui sont plus français ou européens que nous. Le bounty, c'est un chocolat qui est noir de côté, mais au fond rempli de coco blanc. Le Mali n'a jamais été aussi bas qu'à partir où, au moment où la démocratie a régné là. Nous ne sommes plus pour nous, nos femmes ne sont plus à nous, nos enfants ne sont plus à nous, l'école, la santé, ni rien. Bon, moi je pense qu'on ne pouvait parler de ces choses que de parler des Hakimi et autres, qui est une histoire longue, mais le problème c'est que moi, si ma mère est de Tombouctou, je ne peux pas me rendre à Tombouctou aujourd'hui parce qu'il y a l'insécurité. Et cette insécurité, elle est là. Et nous pensons qu'il y a des forces onusiennes qui sont là pour arrêter cela, mais c'est le pire qui se passe. Je vous remercie. Merci. Merci. Je me permets de prendre la parole, si vous permettez, pour répondre ou pour recadrer. Une nouvelle respiration, et puis ensuite il y aura une autre respiration, donc, parce qu'on est dans les délais. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas voulu faire un cours à Escathédra, parce que j'aurais pu parler 1 heure sans m'arrêter, mais c'est très intéressant cet échange-là, parce que, comme je le dis, je ne suis pas professeur, il n'y a pas de spécialiste du Sahel. Moi, je ne connais pas de spécialiste du Sahel. Ça n'existe pas pour moi. Quand quelqu'un me dit « je suis spécialiste du Sahel », c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont familiers au dossier, mais il n'y a pas de spécialiste. Et si vous n'écoutez pas les autres, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est pour ça que je me suis permis d'instaurer plutôt ces échanges. Je vais parler de mon ami qui était ébahi, qui porte un chapeau qu'on appelle un chacal, qui est français. Il est bon. Donc, alors, donc, vous voyez, ce qu'il dit est juste. Il dit, si vous voulez vous en sortir, il faut qu'on règle nos problèmes de sécurité. Mais vous savez, nos dirigeants ne nous disent pas tout. Vous avez vu, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je fais partie des 4 journalistes, on n'était même pas 4 à l'époque, lorsque ça a commencé dans le nord du Mali, à avoir dit, ce n'est pas le MNLA qui attaque le Mali. Les premiers qui nous ont combattus, ce sont d'abord ceux qui étaient ici sur le terrain. Parce qu'on a voulu faire penser à un moment que c'était un mouvement indépendantiste qui était en train d'attaquer le Mali, mais moi je faisais partie de ceux qui pensaient, dès le départ, j'ai écrit un livre, l'industrie de l'enlèvement, je le dis clairement là-dessus, dans le livre par exemple, que, attention, le MNLA est sur le même terrain que les djihadistes. Donc notre problème, c'est cela. C'est-à-dire que notre sécurité, c'est d'abord notre affaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mon ami qui est ébahi, mais malheureusement, il n'a pas voulu donner son nom, c'est
Voilà. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais revenir à Dembélé parce que c'était le premier intervenant. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, quand vous venez à une séance d'échange, il faut éviter de tout dire dans la première fois. Mais là, c'est pas parce que j'ai oublié, mais c'est pas parce que j'ai pas voulu le dire, mais parce que j'ai oublié de parler de la Libye. Je pense que c'est fondamental ce qui s'est passé en Libye. Je me souviens le jour de la chute de Kadhafi. Vous avez vu les images. J'étais sur une télévision malienne. On était 4. Je revois encore mon ami, paix à son âme, Adam Thiam. Je revois d'autres et on parlait. Et moi, j'ai pris la parole. Je dis arrêtez. Kadhafi, c'est pas parce qu'il tue son peuple qu'on l'a tué. C'est pas parce qu'il est en train d'arrêter les Libyens, c'est pas parce qu'il est dictateur. Tout le monde savait qu'il était dictateur. Si on fait ce qu'on fait, c'est parce que c'est à cause de son pétrole, c'est à cause de son leadership, qu'on l'aime ou pas. C'est pour ça, les images, la cassette existe encore. Donc chacun a ses opinions là-dessus. Et je suis d'accord que l'intervention européenne a été une catastrophe en Libye. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Mais qui sont ceux qui ont soutenu les Européens? Ce sont les Africains. Vous avez vu les présidents africains qui ont été en Libye pour demander à Kadhafi de partir. On revient à ce que l'on disait tout à l'heure. Il nous appartient à nous-mêmes de prendre nos responsabilités que nous ne prenons pas tout le temps, malheureusement. Moi, je suis persuadé d'une chose. Vous savez, les forces onusiennes étaient au Tchad à un moment, sous Déby. Qu'est-ce que Déby a fait? Le président Déby s'est réveillé un jour, il a dit à l'ONU, quittez chez moi. L'ONU est parti, je pense qu'il a pacifié plus ou moins son pays. Et que le premier pétrole du Tchad, aujourd'hui, c'est de dire, nous avons des troupes qui vont combattre dans le nord du Mali, nous avons des troupes qui vont combattre dans la zone des 3 frontières. Donc on dit tout à fait la même chose sur ce point-là. Les problèmes de défense, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et ça me semblait très important, le Mali a signé des accords avec des groupes rebelles. Et l'un des points des accords à l'époque, c'était de dire qu'il faut démilitariser une partie du pays. Vous avez 66% du territoire national, la superficie d'un pays qui se trouve dans le nord, avec 9% seulement de la population, et on vous demande de démilitariser le pays. Mais c'est à qui la faute? Excusez-moi de parler de ça. C'est à qui la faute? On ne peut pas, on est libre de signer ou de ne pas signer. Est-ce que c'est parce qu'on est obligé? Parfois, il faut dire les choses, on vous oblige à signer. Mais il y a quand même le mouvement citoyen, c'est-à-dire que vous avez une société civile assez forte qui peut dire non, nous ne signons pas. Pourquoi les gens tolèrent, pas les gens acceptent les coups d'État? Parce que dans la constitution malienne, par exemple, le coup d'État est un crime imprescriptible. Mais pourquoi les gens tolèrent plus ou moins les coups d'État? Prenez le dernier cas de la Guinée. C'est parce que vous n'avez pas eu 20 000 personnes dans les rues. S'il y avait 20 000 personnes dans les rues de Conakry pour soutenir Alpha Condé, peut-être que la situation ne serait pas là. Donc, nous n'avons pas de société civile. Et ça, il faut te le dire. Je voulais ajouter quelque chose sur le règlement de ces crises-là. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Il faut un développement, c'est-à-dire lutter contre l'insécurité. Il faut avoir une armée. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sous Moussa Traoré, on avait une armée. Mais ça ne suffit pas pour régler les problèmes de sécurité. Il faut aussi le développement. Et l'urbaniste, et c'était bien de lui avoir donné la parole, il a parlé de développement transversal. C'est-à-dire le jeune du Niger aujourd'hui qui est à la frontière a quasiment les mêmes problèmes que le jeune malien qui est à la frontière. Donc il faut un développement transversal parce que les problèmes sont des problèmes transversaux, les solutions forcément sont des solutions transversales. L'urbaniste, à son intervention, j'ai vraiment apprécié son intervention parce qu'il insiste sur le transfert. Non seulement des compétences, vous avez dit, mais il faut aussi dire sur les moyens. Parce que si vous ne donnez pas les moyens aux communautés pour se développer, elles ne peuvent pas se développer. Alors l'absence de l'administration, on l'a dit, si vous avez des administrés, il faut une administration. J'étais invité au Maroc il n'y a pas longtemps pour parler des problèmes de sécurité dans la zone. Et on m'a expliqué qu'un jour, le roi s'est déplacé dans une zone qu'on appelle le Rift, et qu'il a vu tout de suite les populations courir pour venir vers lui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Salam alaikum. Il dit non, les populations expliquaient que pour avoir la ligne téléphonique, pour téléphoner avec un portable,
qu'elles étaient obligées de monter, d'aller haut sur les montagnes pour pouvoir avoir le réseau. Alors, le roi s'informe, il dit mais pourquoi on n'amène pas le réseau ici? On n'amène pas le réseau en fait parce qu'ils ne sont pas nombreux. Le roi a installé sa tente. Et il a dit, tant que vous n'amenez pas le téléphone ici, je ne bouge pas. Donc c'est ça le développement. On s'est dit, c'est pas parce qu'on dit que 66% du territoire est dans une zone désertique et qu'il y a seulement 9% de la population là-bas qui n'ont pas le droit de développement. Parce qu'ils sont marocains, ils sont maliens comme tous les autres. Donc ça aussi, c'est notre responsabilité, rapprocher l'administration l'administration des administrés. Développement transversal, j'en ai parlé. Quelqu'un a parlé de la drogue, mais c'était très important. Je voulais rappeler qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple dans le Sahel, un pick-up de cocaïne rapporte en argent l'équivalent de 20 pick-up de cannabis. Donc au lieu de faire le trafic de cannabis, les gens préfèrent faire le trafic de cocaïne. Mais dans le trafic de cocaïne, on va vous le dire, il y a tellement de complicité. Vous avez par exemple en Guinée, pendant la transition, pas celle-là, l'autre transition, quelqu'un qui s'appelait Dadis Camara, et donc tous les soirs, si vous vous souvenez, à la télévision nationale, il faisait ce qu'on appelait un David Show, hein, un Dadis Show, merci. Et ce qui m'a fait rigoler un jour, il s'était levé, et puis il a appelé, il dit, vous faites le trafic de drogue. Et puis le gouverneur de région dit, voilà, j'ai fait, parce que j'étais chez moi, je n'avais pas mangé, il lui a apporté une somme faramineuse. Donc ils sont partout. Et donc ça aussi, c'est un problème de développement. Il appartient, moi je le répète à chaque fois, il appartient à nos dirigeants de poser les véritables problèmes, de trouver les solutions, parce qu'on a les matières premières et nous ne sommes pas obligés, je le répète encore une fois, nous ne sommes pas obligés d'accepter ce que les autres veulent nous imposer. Si le Mali dit aujourd'hui je ne veux plus d'ONU, l'ONU est obligé de partir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Tchad l'a dit. Donc bref, je voulais une nouvelle respiration après l'intervention de mon ami qui est ébahi. Et voilà, et donc on va continuer. Merci. Tout d'abord, moi, je remercie les membres de Rotary qui ont eu cette belle initiative d'organiser cette conférence sur l'insécurité au Sahel. D'abord, je me nomme Moussa Diarra, je suis un ancien député. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt les conférenciers et je les félicite pour vraiment la clarté de ses propos. Cependant, je voudrais quand même poser certaines de mes inquiétudes par rapport à cette insécurité au Sahel. Vous l'avez dit, après Serval, il n'y a pas eu de corps à corps avec les djihadistes. Je voudrais savoir, est-ce que en ce moment, il y a eu un changement de corps, de partenaires ou autre? Qu'est-ce qui a amené cela? Parce qu'après Serval, c'est Barkhane, après Barkhane, c'est Takuba. Donc, on ne comprend plus. Nous savons tous que quand Serval est venu, c'est en une dizaine de jours qu'ils ont pu libérer quand même les régions du nord jusqu'à l'entrée de Kidal, comme mon voisin a eu à le signaler. Maintenant, pourquoi après Serval, il n'y a pas eu, comme on le voit, la lutte réelle contre ce terrorisme, sinon cette insécurité? Parce qu'à cette époque, c'était des 4 régions du Nord, mais l'insécurité, le terrorisme aujourd'hui, c'est même à Bamako, c'est partout. Donc moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des changements de corps, d'acteurs? C'est vrai, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais moi, je pense que, est-ce que vous n'avez pas aussi, au mieux, vous n'avez pas voulu parler de cette question de géopolitique? Parce que nous avons en aspect beaucoup d'analyses. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette insécurité est aussi liée à ça, à la géopolitique. Un de mes prédécesseurs l'a signalé. Cette guerre fabriquée, est-ce que ce n'était pas fait à dessein pour pouvoir vraiment s'accaparer vraiment de nos ressources? Donc, une question de géopolitique. L'autre question que je voudrais poser, c'est la question de l'heure aujourd'hui, parce que nous avons vu, avec plus d'une dizaine d'années de présence des forces internationales, nous avons vu une croissance de cette insécurité.
Les Maliens aujourd'hui n'aspirent qu'à la sécurité, à la paix. Quand vous dites aujourd'hui que Serge va amener la paix aujourd'hui au Mali, tout le monde sera derrière vous. Cette question aujourd'hui de Wagner, je ne sais pas qu'il soit une réalité ou un mensonge, je pense que beaucoup de Maliens adhèrent à cette idée aujourd'hui. Est-ce que les partenaires qui sont là aujourd'hui, il s'agit des forces françaises, par Takuba, les forces occidentales, l'ONU et autres là, est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, c'est des forces qui servent le Mali? Est-ce que ces forces-là servent le Mali aujourd'hui, après tant d'années de présence? Je vous remercie. Alors, nous allons passer la parole à Madame Traoré. Moi, je veux avec vous aller un peu faire un tour, mais très très rapidement. Moi, je crois que pour éradiquer n'importe quelle maladie, il faut aller chercher les racines. Et les racines du terrorisme, ça a commencé quand exactement? Je vais être brève et concise. Ça a commencé avec, au début du siècle passé, avec la Palestine. Tout le terrorisme a commencé avec la Palestine. Au début du siècle passé, quand il y a eu les Juifs et l'État sioniste en Palestine et toute l'histoire que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, même il y a 2 mois, le dernier message que Iyad Agali a fait passer, sa vidéo qu'il a fait passer il y a 2 mois, il a premièrement félicité le retrait des États-Unis de l'Afghanistan. La deuxième chose, il a félicité les soi-disant moujahidines en Palestine. Et il a dit que tant qu'il y aura les bombardements en Palestine, il y aura toujours les moujahidines partout au monde. Alors, ça c'est pour vous dire tout simplement, il faut aller aux racines des choses. Je veux dire par là, tant que le problème palestinien et le peuple palestinien va rester entre 4 murs dans une grande prison, cette histoire de terrorisme, il faut oublier, on peut pas finir avec cette histoire de terrorisme. Parce que eux, dans leur tête, tout ce qui se tue, ils se tuent pour une cause. Et cette cause-là, c'est quoi? C'est hisser le drapeau de Dieu ou de Allah, comme ils disent. Comme eux, ils disent, je dis bien comme eux, ils disent. Alors, ils se donnent, ils se disent, la finalité va être aller au paradis, alors il faut se tuer et tout ce qu'on sait. Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est notre éducation même musulmane, il faut le dire haut et fort. Le terrorisme et le radicalisme, ça se trouve dans nos livres, ça se trouve dans nos livres sunnites, comme ça se trouve dans nos livres wahhabites. Alors, il faut vraiment qu'il y ait tamisé ces livres-là. Il faut que ceux qui partent dans les soi-disant médrasa, et non seulement ça, il y a même des gens qui se radicalisent après, qui sont issus de l'école francophone, des écoles françaises, parce qu'à force de lire ces livres, par finir, ils finissent par se radicaliser. Moi, je veux dire tout simplement, il faut chercher à notre niveau avant d'aller chercher ailleurs. Avant d'aller chercher ailleurs, nous, tout le mot et tous les problèmes qu'on a, ça se trouve, leur solution se trouve à notre propre niveau avant. Et comme a dit Serge, il faut, on peut pas, ça veut dire, si vous voyez que quelqu'un d'autre peut avoir une mainmise sur nous, c'est parce qu'on est faible. Moi, je crois que du moment où on peut prendre les choses à main, on peut arriver à trouver beaucoup de solutions à
à nos problèmes et à s'en sortir. Merci beaucoup. Je veux aussi entendre ta version par rapport au rôle de la circulation intensive des armes dans l'espace sahélien qui attise aujourd'hui et qui exacerbe ce conflit, étant donné que les armes ne sont pas fabriquées dans l'espace sahélien et pratiquement tout le monde connaît qui sont les plus grands fabricants de ces armes-là. Alors, vos étonnements, vous parlez du problème d'argent déversé. Oui, il y a eu de l'argent déversé dans le nord du Mali. C'est incroyable. Quand je suis arrivé ici, il y a eu un projet, j'ai oublié le nom, pas le Parena, le Parel. Mais il n'y a pas eu d'argent autant, il n'y a pas eu autant de mobilisation d'argent quand vous fouillez les documents sur le Parel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était mal géré. Ce qui se passait à l'époque, c'est que les gens se sont dit, pour faire retourner les populations dans leur village, il fallait donner de l'argent aux chefs de tribu. Et quand vous donnez l'argent aux chefs de tribu, il disparaît. Donc on ne peut pas dire que l'argent n'a pas été versé. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'argent a été très mal utilisé. Aujourd'hui, on est en pleine lutte contre la corruption. Si jamais on dit aujourd'hui, à mon avis, qu'on va remonter à la période de 1995, je pense que beaucoup vont quitter Bamako le même jour. Parce qu'il y a eu une forte mobilisation. Mais évidemment, l'argent a été mal dépensé. Quelqu'un d'autre a parlé de solutions endogènes. Ça me semble important. Discussion avec Koufa. Mais oui, le problème, ce n'est pas de discuter avec Koufa ou de discuter avec Yadar Ali. J'ai toujours dit que c'est un faux débat. On a toujours discuté avec Amadou Koufa et avec Yadar Ali. Puisque pour obtenir par exemple la libération des otages européens ou des otages maliens, on a toujours négocié avec eux. On a toujours négocié avec eux. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut négocier avec eux? Et vous voyez la tournure que prennent les événements aujourd'hui. Le gouvernement de transition a bien dit depuis Bandao, le dialogue national a dit de négocier avec eux, nous allons négocier avec eux. Mais si vous voulez négocier avec eux, il faut les voir. Le problème, ce n'est pas de négocier avec les djihadistes. On négocie avec les djihadistes. C'est la posture qu'il faut avoir, de mon point de vue. Au moment où vous négociez, il faut la force. Si vous n'avez pas, en termes de rapport de force, la possibilité d'imposer votre point de vue, ça va être difficile. Négocier, mais en même temps assurer la sécurité. Mais imaginez par exemple, on enlève des otages. On l'a vu avec Soumaïla Cissé, on l'a vu avec d'autres. On garde les otages pendant 3 ans. Oui, vous savez, ça avait 3 ans de négociation pour obtenir la libération. Et les hommes qu'on a enlevés sont libérés au bout de 3 ans. Il faut connaître les techniques de négociation. J'ai vu quelqu'un de Haut Conseil islamique récemment qui a négocié à Farabougou, si vous vous souvenez, pour obtenir une trêve. Mais à Farabougou, ce qui s'est passé, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'il faut négocier? Nous nous sommes fait avoir à Farabougou. Parce que ce qui s'est passé à Farabougou, par exemple, il y a une période de crue et une période de décrue. Je connais très bien le village. C'est-à-dire qu'en période de crue, vous ne pouvez pas rester dans le village. Ce que les djihadistes ont fait, en période de crue, ils ont tout contrôlé, ils ont tout verrouillé. Mais ils se sont dit qu'en période de décrue, donc à partir du moment où la saison va être sèche, que l'armée peut rentrer à Farabougou, rester à Farabougou et les renvoyer. Ils ont facilité le dialogue pour nous piéger. Et donc, puisque la période de décrue venait, on a négocié. Ils ont laissé les populations circuler. Ils nous ont laissé revenir, partir, etc. Et en période de crue, ils sont devenus encore plus forts. Donc à partir du moment où l'hivernage commence, on ne peut plus rentrer. Ils ont dit qu'ils ne respectaient plus les accords. Donc ça dépend de ce que vous devez négocier avec les djihadistes. Si vous ne savez pas ce que vous allez négocier avec eux, vous passerez toujours, de mon point de vue, à côté. Ça, c'est important. Donc le problème, négociation, c'est le dialogue national qui le dit. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas négocier avec eux. On négocie déjà avec eux. Mais le problème, de mon point de vue, c'est de savoir ce qu'il faut négocier avec eux. Vous avez parlé de résistance de Paris, de circulation des armes, résistance de Paris.
ce que la France dit officiellement, nous sommes contre les négociations avec les djihadistes parce que ce sont les djihadistes qui tuent nos soldats sur le territoire national. M. Omali dit non, c'est une résolution d'un dialogue national et que nous allons négocier avec les djihadistes. C'est vraiment simple. La circulation des armes dans le nord du Mali. Moi, je vais vous dire, l'une des premières fois, je me suis rendu dans le nord, il y a maintenant plus d'un quart de siècle, il n'y avait pas de djihadisme, il n'y avait pas de terrorisme, mais la voiture dans laquelle j'étais, c'est-à-dire que vous prenez un véhicule d'ici et vous allez à Gao, et de Gao pour vous rendre à Kidal, vous prenez un autre véhicule parce que les codes ne sont pas les mêmes. Quand vous rentrez dans un véhicule, et à l'époque il n'y avait pas de terrorisme comme on l'a connu après, il y a 25 ans, il y a 26 ans, 27 ans, vous avez une arme dans la voiture. C'est-à-dire que dans le nord, dans des zones désertiques, où il n'y a pas l'administration, il y a une espèce d'autodéfense naturelle. Or, vous savez, à Bamako, si on vous chope ici avec une arme, c'est directement la prison. Mais là-bas, c'est nécessaire. C'est parfois obligatoire. Si vous allez à Kidal, si vous connaissez Kidal, je ne sais pas si ça a changé maintenant. Ce qui m'a frappé la première fois que je suis allé à Kidal, il y a plus de 25 ans, c'est qu'il y avait une seule station d'essence. La station d'essence n'est pas moderne. C'est-à-dire c'est de l'essence, du carburant que vous avez dans des fûts, qu'on vous déverse dans votre véhicule. C'est-à-dire que l'administration malienne, le fonctionnaire malien, le citoyen lambda de Kidal s'approvisionne dans une station illégale. C'est-à-dire que tout le monde vous dira que ça vient de la fraude. Mais parce qu'il n'y a pas une station de l'État là-bas. Voilà les réalités que vous avez dans ces zones-là. Voilà les réalités dans une localité, par exemple, où à partir de 10 heures à des endroits, vous ne pouvez plus travailler. Donc il faut forcément un développement, c'est pour ça que je dis, il faut tenir compte des réalités locales. Avoir le transfert des compétences, l'urbanisme l'a dit tout à l'heure, ça me semble quelque chose d'important. Maintenant, je vais terminer par mon ami député. Je vous remercie pour vos paroles. Je vous ai connu ailleurs. Vous avez une qualité, c'est que votre verbe peut faire fondre le fer. Et voilà qu'avec moi, vous avez tellement porté de gants que je suis en train de fondre. Alors, je suis persuadé que ce qui arrive aussi, après l'intervention Serval, on n'a pas eu le médicament qu'il faut. Je pense qu'à partir du moment où on n'a pas été chercher les djihadistes à la fourchette, à l'escargot, excusez-moi, c'était le corps à corps, ceux qui ont fait le véritable corps à corps avec les djihadistes, ce sont les Tchadiens, qui sont allés dans le Terrara, là où ils ont tué Abou Zaïd. C'est la seule véritable que, après l'intervention Serval, on a eu un corps à corps avec les djihadistes. On n'a pas eu cela. C'est la faute de tout le monde. Je me souviens, j'ai encore des enregistrements, lorsque tout le monde disait, bon voilà, maintenant c'est fini. Après l'intervention française, on a vu des drapeaux français et maliens cousus ensemble. Pas des drapeaux portés ensemble, mais cousus ensemble. Que c'était fini. Moi, je faisais partie des analystes qui disaient à l'époque, non, ce n'est pas terminé, ça venait de commencer. Parce qu'il n'y a pas eu de corps à corps. Donc, c'est à qui la faute? C'est la faute à ceux qui sont venus nous aider, c'est notre faute aussi. Parce qu'on a pensé que voilà, c'était terminé, alors qu'il n'y a pas eu de corps à corps avec les populations. Ce qu'ils ont fait, les djihadistes, ce qu'ils ont fait, ceux qui ont occupé les lieux, et moi je l'ai vu à Gao, ils ont recruté localement. C'est-à-dire que quand vous allez dans une localité, le chef islamique de Gao, par exemple, c'est un fils du terroir. Et derrière, il y a un chef djihadiste qui vient de loin, qui est un étranger. Donc qui manipule les populations à travers un fils de la localité. Donc, de mon point de vue, après Serval, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails en disant qu'est-ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, je ne suis pas... Voilà. Mais on n'a pas trouvé ce qu'il faut. On n'a pas trouvé le médicament qu'il faut après Serval, puisqu'il n'y a pas eu de combat entre les djihadistes. On n'a pas trouvé cela.
Vous parlez de géopolitique, j'aurais dû commencer par ça. La géopolitique a quelque chose d'intéressant, a un côté statique géographiquement, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la géopolitique, vous ne pouvez pas déplacer le Mali, mettre le Mali à la place du Niger, mettre le Niger à la place de l'Algérie, mettre la... Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez les pays qui nous entourent? Rapidement. Niger, Burkina, nous avons les mêmes problèmes. Parce qu'à la différence, c'est toujours un terrorisme. Mais au Burkina, par exemple, ils se sont trompés sur une chose, c'est que pendant longtemps, on a pensé que c'était Blaise Compaoré qui était en train de détruire le Burkina. Je me souviens très bien, je me suis rendu au Burkina. J'ai quelques entrées là-bas. J'ai dit, vous vous trompez. Ce n'est pas Blaise Compaoré qui est en train de... Lui, il est parti, il a d'autres soucis. Votre problème, c'est le Moujao. C'est-à-dire que c'est le Moujao qui est devenu l'État islamique. Mais entre l'État islamique et AQMI, tout ce que vous voulez, sont des gens, sont des hommes. Ils ont eu une particularité dans ces zones des 3 frontières, c'est le recrutement local. Et nous n'avons pas pu, nous, en tant que dirigeants, quand je dis nous, je me mets à la place des dirigeants, nous n'avons pas pu les enlever, permettez l'expression, des mains des djihadistes. Et donc, à partir du moment, et ça passait au centre, j'ai vu les chefs de communauté d'Ogon, Peul, qui expliquent, ils viennent dans votre famille, on vous demande à recruter un jeune. Quand vous refusez, on tue les gens. Finalement, pour ne pas mourir, les gens donnaient les membres de la famille. Et celui-là, quand il rentre dans un groupe djihadiste, il doit montrer qu'il est extrêmement violent pour être accepté ou être toléré. Mais il le fait tout simplement pour que sa famille soit sauvée. Géopolitique, oui. L'Algérie a ses intérêts. Vous avez la Mauritanie qui a ses intérêts. Et si vous ne faites pas effectivement de la géopolitique, j'en ai pas parlé parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais évidemment, il y a des intérêts. Si vous prenez un pays comme le Maroc, par exemple, aujourd'hui, vous avez des pays, le Maroc n'a pas de frontières avec les pays du Sahel, mais vous avez des pays qui préfèrent la coopération sécuritaire et militaire avec le Maroc qu'avec d'autres pays, par exemple. Donc, géopolitique, oui. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas là pour nos ressources? Qu'est-ce que nous avons comme ressources, monsieur le député, dans le Nord? Nous avons quoi comme ressources? Plus les gens sont là, en termes de géopolitique stratégique, je ne pense pas que ce soit les ressources qui sont les plus importantes. C'est la capacité à contrôler des espaces qui peuvent avoir des influences, des répercussions dans d'autres pays, dans d'autres régions, je pense plus. Si vous voulez le pétrole, même le pétrole est ici. Le problème, ce n'est pas d'avoir le pétrole ici. Ici, le problème, c'est d'avoir le pétrole avec une quantité qu'on peut exploiter, qui peut être rentable. Là, c'est peut-être difficile. Donc, géopolitique, oui. Les ressources, oui. Vous parlez de Wagner. Je suis un citoyen, je ne vais pas quand même éviter la question. Le Premier ministre, il me donne la réponse. Il était aux Nations Unies récemment. Et les journalistes lui ont dit, Wagner, il a répondu, moi je ne connais pas Wagner, c'est dans la presse que je lis Wagner. Moi aussi je vous donne la même réponse. Merci. En raison, en regard de ce que nous faisons, disons. Ah, Serge Daniel et Rotarien maintenant. Merci beaucoup, mais je voulais poser une question. Est-ce que j'aurai un salaire par mois ou pas? Est-ce que j'aurai un salaire par mois avec ça? De toute façon, tu es au courant, le Paris est basé sur le service et la camaraderie. Je sais que toi, ta qualité de journaliste, tu vas beaucoup aider le Rotary à diffuser la nouvelle. Tu seras déjà notre ambassadeur, l'ambassadeur du Rotary auprès de tes amis, de tes professionnels.